Après le déjeuner, quand j'allai chez madame de Guermantes, ce fut moins pour mademoiselle d'Éporcheville, qui avait perdu du fait de la dépêche de Saint-Loup le meilleur de sa personnalité, que pour voir en la duchesse elle-même une de ces lectrices de mon article qui pourrait me permettre d'imaginer ce qu'avait pu penser le public, abonné et acheteur, du Figaro. Ce n'est pas du reste sans plaisir que j'allai chez madame de Guermantes. J'avais beau me dire que ce qui différenciait pour moi ce salon des autres, c'était le long stage qu'il avait fait dans mon imagination. En connaissant les causes de cette différence, je ne l'abolissais pas. Il existait d'ailleurs pour moi plusieurs noms de Guermantes. Si celui que ma mémoire n'avait inscrit que, comme dans un livre d'adresse, ne s'accompagnait d'aucune poésie, de plus anciens ceux qui remontaient au temps où je ne connaissais pas madame de Guermantes, était susceptible de se reformer en moi. Surtout quand il y avait longtemps que je ne l'avais vue, et que la clarté crue de la personne au visage humain n'éteignait pas les rayons mystérieux du nom. Alors de nouveau, je me remettais à penser à la demeure de madame de Guermantes comme à quelque chose qui eût été au-delà du réel. De la même façon que je me remettais à penser au balbec brumeux de mes premiers rêves, et comme si depuis je n'avais pas fait ce voyage au train de 1h50, comme si je ne l'avais pas pris. J'oubliais en un instant la connaissance que j'avais que tout cela n'existait pas, comme on pense quelquefois à un être aimé en oubliant pendant un instant qu'il est mort. Puis l'idée de la réalité revint en entrant dans l'antichambre de la duchesse. Mais je me consolais en me disant qu'elle était malgré tout pour moi le véritable point d'intersection entre la réalité et le rêve. En entrant dans le salon, je vis la jeune fille blonde que j'avais cru pendant 24 heures être celle dont Saint-Loup m'avait parlé. Ce fut elle-même qui demanda à la duchesse de me représenter à elle. Et en effet, depuis que j'étais entré, j'avais une impression de très bien la connaître, mais que dissipa la duchesse en me disant « Ah, vous avez déjà rencontré mademoiselle de Forcheville ?» Or, au contraire, j'étais certain de n'avoir jamais été présenté à aucune jeune fille de ce nom, lequel m'eût certainement frappé, tant il était familier à ma mémoire depuis qu'on m'avait fait un récit rétrospectif des amours d'Odette et de la jalousie de Swann. En soi, ma double erreur de nom, de m'être rappelé de Lorgeville comme étant Éporcheville, et d'avoir reconstitué en Éporcheville ce qui était en réalité Forcheville, n'avait rien d'extraordinaire. Notre tort est de croire que les choses se présentent habituellement telles qu'elles sont en réalité. Les noms tels qu'ils sont écrits, les gens tels que la photographie et la psychologie donnent d'eux une notion immobile. En fait, ce n'est pas du tout cela que nous percevons d'habitude. Nous voyons, nous entendons, nous concevons le monde tout de travers. Nous répétons un nom tel que nous l'avons entendu jusqu'à ce que l'expérience ait rectifié notre erreur, ce qui n'arrive pas toujours. Tout le monde, à Combray, parla pendant 25 ans à Françoise de madame Sazerat. Et Françoise continua de dire madame Sazerin. Non par cette volontaire et orgueilleuse persévérance dans ses erreurs qui était habituelle chez elle, se renforçait de notre contradiction, et était tout ce qu'elle avait ajouté chez elle à la France de Saint-André-des-Champs. Des principes égalitaires de 1789, elle ne réclamait qu'un droit de citoyen, celui de ne pas prononcer comme nous, et de maintenir qu'hôtel, été et air étaient du genre féminin. Mais parce qu'en réalité, elle continua toujours d'entendre Sazerin. Cette perpétuelle erreur, qui est précisément la vie, ne donne pas ces 1000 formes seulement à l'univers visible et à l'univers audible, mais à l'univers social, à l'univers sentimental, à l'univers historique, etc. La princesse de Luxembourg
n'a qu'une situation de cocotte pour la femme du premier président, ce qui du reste est de peu de conséquence. Ce qu'il y en a un peu plus, Odette est une femme difficile pour Swann, d'où il bâtit tout un roman qui ne devient que plus douloureux quand il comprend son erreur. Ce qu'il y en a encore davantage, les Français ne rêvent que la revanche aux yeux des Allemands. Nous n'avons de l'univers que des visions informes, fragmentées, et que nous complétons par des associations d'idées arbitraires, créatrices de dangereuses suggestions. Je n'aurais donc pas eu lieu d'être étonné en entendant le nom de Forcheville, et déjà je me demandais si c'était une parente du Forcheville dont j'avais tant entendu parler, si la jeune fille blonde ne m'avait dit aussitôt, désireuse sans doute de prévenir avec tact des questions qui lui eussent été désagréables, « Vous ne vous souvenez pas que vous m'avez beaucoup connu autrefois? Vous veniez à la maison, votre amie Gilberte. J'ai bien vu que vous ne me reconnaissiez pas. Moi, je vous ai bien reconnu tout de suite. » Elle dit cela comme si elle m'avait reconnu tout de suite dans le salon. Mais à la vérité est qu'elle m'avait reconnu dans la rue. Elle m'avait dit bonjour, et plus tard, madame de Guermantes me dit qu'elle lui avait raconté comme une chose très drôle et extraordinaire que je l'avais suivie et frôlée, la prenant pour une cocotte. Je ne sus qu'après son départ pourquoi elle s'appelait mademoiselle de Forcheville. Après la mort de Swann, Odette, qui étonna tout le monde par une douleur profonde, prolongée et sincère, se trouvait être une veuve très riche. Forcheville l'épousa, après avoir entrepris une longue tournée de châteaux et s'être assuré que sa famille recevrait sa femme. Cette famille fit quelques difficultés, mais céda devant l'intérêt de ne plus avoir à subvenir aux dépenses d'un parent besogneux qui allait passer d'une quasi-misère à l'opulence. Peu après, un oncle de Swann, sur la tête duquel la disparition successive de nombreux parents avait accumulé un énorme héritage, mourut, laissant toute cette fortune à Gilberte, qui devenait ainsi une des plus riches héritières de France. Mais c'était le moment où, des suites de l'affaire Dreyfus, était né un mouvement antisémite parallèle à un mouvement plus abondant de pénétration du monde par les Israélites. Les politiciens n'avaient pas eu tort en pensant que la découverte de l'erreur judiciaire porterait un coup à l'antisémitisme. Mais provisoirement au moins, un antisémitisme mondain s'en trouvait au contraire accru et exaspéré. Forcheville, qui, comme le moindre noble, avait puisé dans des conversations de famille la certitude que son nom était plus ancien que celui de La Rochefoucauld, considérait qu'en épousant la veuve d'un juif, il avait accompli le même acte de charité qu'un millionnaire qui ramasse une prostituée dans la rue et la tire de la misère et de la fange. Il était prêt à étendre sa bonté jusqu'à la personne de Gilberte, dont tant de millions aideraient, mais dont cet absurde nom de Swann gênerait le mariage. Il déclara qu'il l'adoptait. On sait que madame de Guermantes, à l'étonnement qu'elle avait d'ailleurs le goût et l'habitude de provoquer de sa société, c'était quand Swann s'était marié, refusait à recevoir sa fille aussi bien que sa femme. Ce refus avait été en apparence d'autant plus cruel que ce qu'avait pendant longtemps représenté à Swann son mariage possible avec Odette, c'était la présentation de sa fille à madame de Guermantes. Et sans doute, il eût dû savoir, lui qui avait déjà tant vécu, que ces tableaux qu'on se fait ne se réalisent jamais pour différentes raisons. Parmi celles-là, il en est une qui fit qu'il pensa peu à regretter cette présentation. Cette raison est que, quelle que soit l'image, depuis la truite à manger au coucher du soleil qui décide un homme sédentaire à prendre le train, jusqu'au désir de pouvoir étonner un soir une orgueilleuse caissière en s'arrêtant devant elle en somptueux équipage, qui décide un homme sans scrupules à commettre un assassinat ou à souhaiter la mort et l'héritage des siens, selon qu'il est plus brave ou plus paresseux, qu'il va plus loin dans la suite de ses idées ou reste à en caresser le premier chaînon. L'acte qui est destiné à nous permettre d'atteindre l'image, que cet acte soit le voyage, le mariage, le crime, cet acte nous modifie assez profondément
pour que nous n'attachions plus d'importance à la raison qui nous a fait l'accomplir. Il se peut même que ne vienne plus une seule fois à son esprit l'image que se formait celui qui n'était pas encore un voyageur, ou un mari, ou un criminel, ou un isolé, qui s'est mis au travail pour la gloire et s'est du même coup détaché du désir de la gloire. D'ailleurs, missions-nous de l'obstination à ne pas avoir voulu agir en vain, il est probable que l'effet de soleil ne se retrouverait pas. Qu'ayant froid à ce moment-là, nous souhaiterions un potage au coin du feu, et non une truite en plein air. Que notre équipage laisserait indifférente la caissière qui, peut-être, avait, pour des raisons tout autres, une grande considération pour nous, et dont cette brusque richesse exciterait la méfiance. Bref, nous avons vu Swann marié attacher surtout de l'importance aux relations de sa femme et de sa fille avec Madame Bontemps. À toutes les raisons tirées de la façon guermante de comprendre la vie mondaine, qui avait décidé la duchesse à ne jamais se laisser présenter Madame et Mademoiselle Swann, on peut ajouter aussi cette assurance heureuse avec laquelle les gens qu'ils n'aiment pas se tiennent à l'écart de ce qu'ils blâment chez les amoureux et que l'amour de ceux-ci explique. « Oh, je ne me mêle pas à tout ça. Si ça amuse le pauvre Swann de faire des bêtises et de ruiner son existence, c'est son affaire. Je ne sais pas avec ces choses-là. Tout ça peut très mal finir. Je les laisse se débrouiller. » C'est le suave mari Magniot que Swann lui-même conseillait à l'égard des Verdurins, quand il avait depuis longtemps cessé d'être amoureux d'Odette et ne tenait plus au petit clan. C'est tout ce qui rend si sages les jugements des tiers sur les passions qu'ils n'éprouvent pas et les complications de conduite qu'elles entraînent. Madame de Guermantes avait même mis à exclure Madame et Mademoiselle Swann une persévérance qui avait étonné. Quand Madame Molé, Madame de Marsantes, avait commencé de se lier avec Madame Swann et de mener chez elle un grand nombre de femmes du monde, non seulement Madame de Guermantes était restée intraitable, mais elle s'était arrangée pour couper les ponts et que sa cousine, la princesse de Guermantes, l'imitât. Un des jours les plus graves de la crise, où pendant le ministère Rouvier on crut qu'il allait y avoir la guerre entre la France et l'Allemagne, comme je dînais seul chez Madame de Guermantes avec Monsieur de Bréauté, j'avais trouvé à la duchesse l'air soucieux. J'avais cru, comme elle se mêlait volontiers de politique, qu'elle voulait montrer par là sa crainte de la guerre. Comme un jour où elle était venue à table si soucieuse, répondant à peine par monosyllabes, à quelqu'un qui l'interrogeait timidement sur l'objet de son souci, elle avait répondu d'un air grave « La Chine m'inquiète ». Or, au bout d'un moment, Madame de Guermantes, expliquant elle-même l'air soucieux que j'avais attribué à la crainte d'une déclaration de guerre, avait dit à Monsieur de Préauté « On dit que Madame Hénard veut faire une position aux Swann. Il faut absolument que j'aille demain matin voir Marie Gilbert pour qu'elle m'aide à empêcher ça. Sans cela, il n'y a plus de société. C'est très joli l'affaire Dreyfus. Mais alors, l'épicière du coin n'a qu'à se dire nationaliste et à vouloir en échange être reçue chez nous. » Et j'avais eu de ce propos si frivole auprès de celui que j'attendais l'étonnement du lecteur qui, cherchant dans le Figaro à la place habituelle les dernières nouvelles de la guerre russo-japonaise, tombe au lieu de cela sur la liste des personnes qui ont fait des cadeaux de noces à Mademoiselle de Mortemart, l'importance d'un mariage aristocratique ayant fait reculer à la fin du journal les batailles sur terre et sur mer. La duchesse finissait d'ailleurs par éprouver de sa persévérance poursuivie au-delà de toute mesure une satisfaction d'orgueil qu'elle ne manquait pas une occasion d'exprimer. « Bébel, disait-elle, prétend que nous sommes les deux personnes les plus élégantes de Paris, parce qu'il n'y a que moi et lui qui ne nous laissions pas saluer par Madame et Mademoiselle Swann. Or, il assure que l'élégance est de ne pas connaître Madame Swann. »
et la duchesse riait de tout cœur. Cependant, quand Swann fut mort, il arriva que la décision de ne pas recevoir sa fille avait fini de donner à madame de Guermantes toutes les satisfactions d'orgueil, d'indépendance, de self-government, de persécution qu'elle était susceptible d'en tirer, et auquel avait mis fin la disparition de l'être qui lui donnait la sensation délicieuse qu'elle lui résistait, qu'il ne parvenait pas à lui faire rapporter ses décrets. Alors, la duchesse avait passé à la promulgation d'autres décrets, qui, s'appliquant à des vivants, pussent lui faire sentir qu'elle était maîtresse de faire ce qui bon lui semblait. Elle ne pensait pas à la petite Swann, mais quand on lui parlait d'elle, la duchesse ressentait une curiosité, comme d'un endroit nouveau, que ne venait plus lui masquer à elle-même le désir de résister à la prétention de Swann. D'ailleurs, tant de sentiments différents peuvent contribuer à en former un seul, qu'on ne saurait pas dire s'il n'y avait pas quelque chose d'affectueux pour Swann dans cet intérêt. Sans doute, car à tous les étages de la société, une vie mondaine et frivole paralyse la sensibilité et ôte le pouvoir de ressusciter les morts, la duchesse était de celles qui ont besoin de la présence. De cette présence qu'en vraie Guermantes, elle excellait à prolonger, pour aimer vraiment, mais aussi, chose plus rare, pour détester un peu. De sorte que souvent ces bons sentiments pour les gens, suspendus de leur vivant par l'irritation que tel ou tel de leurs actes lui causait, renaissaient après leur mort. Elle avait presque alors un désir de réparation, parce qu'elle ne les imaginait plus, très vaguement d'ailleurs, qu'avec leur qualité et dépourvus des petites satisfactions, des petites prétentions qui l'agaçaient en eux quand ils vivaient. Cela donnait parfois, malgré la frivolité de madame de Guermantes, quelque chose d'assez noble, mêlé à beaucoup de bassesse, à sa conduite. Tandis que les trois quarts des humains flattent les vivants et ne tiennent plus aucun compte des morts, elle faisait souvent, après leur mort, ce qu'auraient désiré ceux qu'elle avait maltraités vivants. Quant à Gilberte, toutes les personnes qui l'aimaient, et avaient un peu d'amour-propre pour elle, n'eussent pu se réjouir du changement de disposition de la duchesse à son égard qu'en pensant que Gilberte, en repoussant dédaigneusement des avances qui venaient après 25 ans d'outrage, dut enfin venger ceci. Malheureusement, les réflexes moraux ne sont pas toujours identiques à ce que le bon sens imagine. Tel qui, par une injure mal à propos, a cru perdre à tout jamais ses ambitions auprès d'une personne à qui il tient, les sauve au contraire par là. Gilberte, assez indifférente aux personnes qui étaient aimables pour elle, ne cessait de penser avec admiration à l'insolente madame de Guermantes, à se demander les raisons de cette insolence. Même une fois, ce qui eût fait mourir de honte pour elle tous les gens qui lui témoignaient un peu d'amitié, elle avait voulu écrire à la duchesse pour lui demander ce qu'elle avait contre une jeune fille qui ne lui avait rien fait. Les Guermantes avaient pris à ses yeux des proportions que leur noblesse eût été impuissante à leur donner. Elle les mettait au-dessus non seulement de toute la noblesse, mais même de toutes les familles royales. D'anciennes amies de Swann s'occupaient beaucoup de Gilberte. Quand on apprit dans l'aristocratie le dernier héritage qu'elle venait de faire, on commença à remarquer combien elle était bien élevée et quelle femme charmante elle ferait. On prétendait qu'une cousine de madame de Guermantes, la princesse de Nièvre, pensait à Gilberte pour son fils. Madame de Guermantes détestait madame de Nièvre. Elle dit qu'un tel mariage serait un scandale. Madame de Nièvre, effrayée, assura qu'elle n'y avait jamais pensé. Un jour, après déjeuner, comme il faisait beau et que M. de Guermantes devait sortir avec sa femme, madame de Guermantes arrangeait son chapeau dans la glace. Ses yeux bleus se regardaient eux-mêmes et regardaient ses cheveux encore blonds. La femme de chambre tenait à la main diverses ombrelles entre lesquelles sa maîtresse choisirait. Le soleil entrait à flot par la fenêtre, et ils avaient décidé de profiter de la belle journée pour aller faire une visite à Saint-Cloud. Et M. de Guermantes, tout près, en gants gris perle, et le tube sur la tête, se disait
Oriane est vraiment encore étonnante. Je la trouve délicieuse. Et voyant que sa femme avait l'air bien disposée, « À propos, dit-il, j'avais une commission à vous faire de madame de Virelef. Elle voulait vous demander de venir lundi à l'opéra, mais comme elle a la petite Swann, elle n'osait pas et m'a prié de tâter le terrain. Je n'émets aucun avis. Je vous transmets, tout simplement. Mon Dieu, il me semble que nous pourrions... » ajouta-t-il évasivement, car leur disposition à l'égard d'une personne étant une disposition collective et naissant identique en chacun d'eux, il savait par lui-même que l'hostilité de sa femme à l'égard de mademoiselle Swann était tombée, et qu'elle était curieuse de la connaître. Madame de Guermantes acheva d'arranger son voile et choisit une ombrelle. « Mais comme vous voudrez. Que voulez-vous que ça me fasse ? Je ne vois aucun inconvénient à ce que nous connaissions cette petite. Vous savez bien que je n'ai jamais rien eu contre elle. Simplement, je ne voulais pas que nous ayons l'air de recevoir les faux ménages de mes amis. Voilà tout. »« Et vous aviez parfaitement raison, répondit le duc. Vous êtes la sagesse même, madame, et vous êtes, de plus, ravissante avec ce chapeau. Vous êtes fort aimable, dit madame de Guermantes en souriant à son mari et en se dirigeant vers la porte. Mais avant de monter en voiture, elle tint à lui donner encore quelques explications. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui y voient la mère. D'ailleurs, elle a le bon esprit d'être malade les 3/4 de l'année. Il paraît que la petite est très gentille. Tout le monde sait que nous aimions beaucoup Swann. On trouvera cela tout naturel. Et ils partirent ensemble pour Saint-Cloud. Un mois après, la petite Swann, qui ne s'appelait pas encore Forcheville, déjeunait chez les Guermantes. On parla de 1000 choses. À la fin du déjeuner, Gilberte dit timidement « Je crois que vous avez très bien connu mon père. »« Mais je crois bien, dit madame de Guermantes sur un ton mélancolique qui prouvait qu'elle comprenait le chagrin de la fille et avec un excès d'intensité voulu qui lui donnait l'air de dissimuler qu'elle n'était pas sûre de se rappeler très exactement le père. « Nous l'avons très bien connu. Je me le rappelle très bien. » Et elle pouvait se le rappeler, en effet. Il était venu la voir presque tous les jours pendant 25 ans. « Je sais très bien qui c'était. Je vais vous dire, ajouta-t-elle comme si elle avait voulu expliquer à la fille qui elle avait eu pour père, et donner à cette jeune fille des renseignements sur lui. C'était un grand ami à ma belle-mère, et aussi il était très lié avec mon beau-frère, Palamède. Il venait aussi ici, il déjeunait même ici, ajouta M. de Guermantes par ostentation de modestie et scrupule d'exactitude. Vous vous rappelez, Oriane ? Quel brave homme que votre père. Comme on sentait qu'il devait être d'une famille honnête. Du reste, j'ai aperçu autrefois son père et sa mère, eux et lui. Quelles bonnes gens. On sentait que s'ils avaient été, les parents et le fils, encore en vie, le duc de Guermantes n'eût pas eu d'hésitation à les recommander pour une place de jardinier. Et voilà comment le faubourg Saint-Germain parle à tout bourgeois des autres bourgeois, soit pour le flatter de l'exception faite, le temps qu'on cause, en faveur de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, soit plutôt et en même temps pour l'humilier. C'est ainsi qu'un antisémite dit à un juif dans le moment même où il le couvre de son affabilité, du mal des juifs d'une façon générale, qui permettent d'être blessants sans être grossiers. Mais sachant vraiment vous combler quand elle vous voyait, ne pouvant alors se résoudre à vous laisser partir, madame de Guermantes était aussi l'esclave de ce besoin de la présence. Swann avait dû parfois, dans l'ivresse de la conversation, donner à la duchesse l'illusion qu'elle avait de l'amitié pour lui. Il ne le pouvait plus. « Il était charmant, » dit la duchesse avec un sourire triste, en posant sur Gilberte un regard très doux qui, à tout hasard, pour le cas où cette jeune fille serait sensible, lui montrerait qu'elle était comprise, et que madame de Guermantes, si elle se fût trouvée seule avec elle, et si les circonstances l'eussent permis, eût aimé lui dévoiler toute la profondeur de sa sensibilité. Mais M. de Guermantes,
soit qu'il pensât précisément que les circonstances s'opposaient à de telles effusions, soit qu'il considérât que toute exagération de sentiments était l'affaire des femmes, et que les hommes n'avaient pas plus à y voir que dans leurs autres attributions, sauf la cuisine et les vins, qu'ils étaient réservés, ayant plus de lumière que la duchesse, crut bien faire de ne pas alimenter en s'y mêlant cette conversation qu'il écoutait avec une visible impatience. Du reste, madame de Guermantes, cet accès de sensibilité passée, ajouta avec une frivolité mondaine, en s'adressant à Gilberte, « Tenez, c'était non seulement un grand ami à mon beau-frère Charlus, mais aussi il était très ami avec Voisenon, le château du prince de Guermantes. Comme si le fait de connaître M. de Charlus et le prince avait été pour Swann un hasard. Comme si le beau-frère et le cousin de la duchesse avaient été deux hommes avec qui Swann se fût trouvé lié dans une certaine circonstance, alors que Swann était lié avec tous les gens de cette même société. Et comme si madame de Guermantes avait voulu faire comprendre à Gilberte qui était à peu près son père, le lui situer par un de ces traits caractéristiques à l'aide desquels, quand on veut expliquer comment on se trouve en relation avec quelqu'un qu'on n'aurait pas à connaître, ou pour singulariser son récit, on invoque le parrainage particulier d'une certaine personne. Quant à Gilberte, elle fut d'autant plus heureuse de voir tomber la conversation qu'elle ne cherchait précisément qu'à en changer. Ayant hérité de Swann son tact exquis, avec un charme d'intelligence que reconnurent et goûtèrent le duc et la duchesse, qui demandèrent à Gilberte de revenir bientôt. D'ailleurs, avec la minutie des gens dont la vie est son but, tour à tour il s'apercevait, chez les gens avec qui il se liait, des qualités les plus simples, s'exclamant devant elle avec l'émerveillement naïf d'un citadin qui fait à la campagne la découverte d'un brin d'herbe, ou au contraire grossissant comme avec un microscope, commentant sans fin, prenant en grippe les moindres défauts, et souvent tour à tour chez une même personne. Pour Gilberte, ce furent d'abord ces agréments sur lesquels s'exerça la perspicacité oisive de monsieur et madame de Guermantes. Avez-vous remarqué la manière dont elle dit certains mots, dit après son départ la duchesse à son mari. C'était bien du Swann, je croyais l'entendre. J'allais faire la même remarque que vous, Oriane. Elle est spirituelle. C'est tout à fait le tour de son père. Je trouve qu'elle lui est même très supérieure. Rappelez-vous comme elle a bien raconté cette histoire de bain de mer. Elle a un brio que Swann n'avait pas. Oh oui, il était pourtant bien spirituel. Mais je ne dis pas qu'il n'était pas spirituel. Je dis qu'il n'avait pas le même brio, dit M. de Guermantes d'un ton gémissant, car sa goutte le rendait nerveux. Et quand il n'avait personne d'autre à qui témoigner son agacement, c'est à la duchesse qu'il le manifestait. Mais incapable d'en bien comprendre les causes, il préférait prendre un air incompris. Ces bonnes dispositions du duc et de la duchesse firent que dorénavant on eut au besoin dit quelquefois à Gilberte un « votre pauvre père », qui ne put d'ailleurs servir, Forcheville ayant précisément vers cette époque adopté la jeune fille. Elle disait « mon père » à Forcheville, charmée des douairières par sa politesse et sa distinction, et on reconnaissait que si Forcheville s'était admirablement conduit avec elle, la petite avait beaucoup de cœur et savait l'en récompenser. Sans doute parce qu'elle pouvait parfois et désirait montrer beaucoup d'aisance, elle s'était fait reconnaître par moi, et devant moi avait parlé de son véritable père. Mais c'était une exception, et on n'osait plus devant elle prononcer le nom de Swann. Justement, je venais de remarquer dans le salon 2 dessins d'Elstir, qui autrefois étaient relégués dans un cabinet d'en haut où je ne les avais vus que par hasard. Elstir était maintenant à la mode. Madame de Guermantes ne se consolait pas d'avoir donné tant de tableaux de lui à sa cousine. Non parce qu'ils étaient à la mode, mais parce qu'elle les goûtait maintenant. La mode est faite en effet de l'engouement d'un ensemble de gens dont les Guermantes sont représentatifs. Mais elle ne pouvait songer à acheter d'autres tableaux de lui, car ils étaient montés depuis quelque temps à des prix follement élevés. Elle voulait au moins avoir quelque chose d'Elstir dans son salon, et y avait fait descendre ces 2 dessins qu'elle déclarait préférés à sa peinture. Gilberte reconnut cette facture.
On dirait des Elstir, dit-elle. Mais oui, répondit étourdiment la duchesse. C'est précisément votre... Ce sont nos amis qui nous les ont fait acheter. C'est admirable. À mon avis, c'est supérieur à sa peinture. Moi, qui n'avais pas entendu ce dialogue, j'allais regarder le dessin. Tiens, c'est l'Elstir que... Je vis les signes désespérés de madame de Guermantes. Ah, oui, l'Elstir que j'admirais en haut. Il est bien mieux que dans ce couloir. À propos d'Elstir, je l'ai nommé hier dans un article du Figaro. Est-ce que vous l'avez lu? Vous avez écrit un article dans le Figaro? S'écria M. de Guermantes avec la même violence que s'il s'était écrié « Mais c'est ma cousine !» Oui, hier, dans le Figaro. Dans le Figaro, vous êtes sûr? Cela m'étonnerait bien, car nous avons chacun notre Figaro, et s'il avait échappé à l'un de nous, l'autre l'aurait vu. N'est-ce pas, Oriane? Il n'y avait rien. Le duc fit chercher le Figaro et se rendit qu'à l'évidence. Comme si, jusque-là, il y eût eu plutôt chance que j'eusse fait erreur sur le journal où j'avais écrit. Quoi? Je ne comprends pas. Alors vous avez fait un article dans le Figaro, me dit la duchesse, faisant effort pour parler d'une chose qui ne l'intéressait pas. Mais voyons, Bazin, vous lirez cela plus tard. Mais non. Le duc est très bien comme cela avec sa grande barbe sur le journal, dit Gilberte. Je vais lire cela tout de suite en rentrant. Oui, il porte la barbe maintenant que tout le monde est rasé, dit la duchesse. Il ne fait jamais rien comme personne. Quand nous nous sommes mariés, il se rasait non seulement la barbe, mais la moustache. Les paysans qu'il ne connaissait pas ne croyaient pas qu'il était français. Il s'appelait à ce moment le prince des Laumes. Est-ce qu'il y a encore un prince des Laumes? Demanda Gilberte, qui était intéressée par tout ce qui touchait des gens qui n'avaient pas voulu lui dire bonjour pendant si longtemps. Mais non, répondit avec un regard mélancolique et caressant la duchesse. Un si joli titre, un des plus beaux titres français, dit Gilberte, un certain ordre de banalité venant inévitablement, comme l'heure sonne, dans la bouche de certaines personnes intelligentes. Eh bien oui, je regrette aussi. Bazin voudrait que le fils de sa sœur le relevât, mais ce n'est pas la même chose. Au fond, ça pourrait être, parce que ce n'est pas forcément le fils aîné, cela peut passer de l'aîné au cadet. Je vous disais que Bazin était alors tout rasé. Un jour, à un pèlerinage, vous rappelez-vous, mon petit, dit-elle à son mari, à ce pèlerinage à Paray-le-Monial, mon beau-frère Charlus, qui aime assez causer avec les paysans, disait à l'un, à l'autre, « D'où es-tu, toi ?» Et comme il est très généreux, il leur donnait quelque chose, les emmenait boire, car personne n'est à la fois plus simple et plus haut que Mémé. Vous le verrez ne pas vouloir saluer une duchesse qu'il ne trouve pas assez duchesse et combler un valet de chien. Alors, je dis à Bazin, « Voyons, Bazin, parlez-leur un peu aussi. Mon mari, qui n'est pas toujours très inventif. »« Merci, Oriane, » dit le duc sans s'interrompre de la lecture de mon article où il était plongé. Avisa un paysan et lui répéta textuellement la question de son frère. « Et toi, d'où es-tu » ?« Je suis des Laumes. »« Tu es des Laumes. Eh bien, je suis ton prince. » Alors, le paysan regarda la figure toute glabre de Bazin et lui répondit « Pas vrai, vous êtes un English ?» On voyait ainsi, dans ces petits récits de la duchesse, ces grands titres éminents, comme celui de prince des Laumes, surgir à leur place vraie, dans leur état ancien et leur couleur locale, comme dans certains livres d'heures on reconnaît au milieu de la foule de l'époque la flèche de Bourges. On apporta des cartes qu'un valet de pied venait de déposer. « Je ne sais pas ce qu'il lui prend, je ne la connais pas. C'est à vous que je dois ça, Bazin? Ça ne vous a pas pourtant si bien réussi, ce genre de relation, mon pauvre ami. » Et, se tournant vers Gilberte, « Je ne saurais même pas vous expliquer qui c'est. »
Vous ne la connaissez certainement pas. Elle s'appelle Lady Rufus Israël. Gilberte rougit vivement. « Je ne la connais pas, dit-elle. Ce qui était d'autant plus faux que Lady Israël s'était 2 ans avant la mort de Swann réconciliée avec lui, et qu'elle appelait Gilberte par son prénom. Mais je sais très bien par d'autres qui est la personne que vous voulez dire. C'est que Gilberte était devenue très snob. C'est ainsi qu'une jeune fille ayant un jour, soit méchamment, soit maladroitement demandé quel était le nom de son père, non pas adoptif mais véritable, dans son trouble, et pour dénaturer un peu ce qu'elle avait à dire, elle avait prononcé au lieu de Swann, Svan, changement qu'elle s'aperçut un peu après être péjoratif, puisque cela faisait de ce nom d'origine anglaise un nom allemand. Et même elle avait ajouté, s'avilissant pour se rehausser, « On a raconté beaucoup de choses très différentes sur ma naissance. Moi, je dois tout ignorer. » Si honteuse que Gilberte dut être à certains instants en pensant à ses parents, car même Madame Swann représentait pour elle et était une bonne mère, d'une pareille façon d'envisager la vie, il faut malheureusement penser que les éléments en étaient sans doute empruntés à ses parents, car nous ne nous faisons pas de toutes pièces nous-mêmes. Mais à une certaine somme d'égoïsme qui existe chez la mère, un égoïsme différent, inhérent à la famille du père, vient s'ajouter, ce qui ne veut pas toujours dire s'additionner, ni même justement servir de multiple, mais créer un égoïsme nouveau, infiniment plus puissant et redoutable. Et depuis le temps que le monde dure, que des familles, où existe tel défaut sous une forme, s'allient à des familles où le même défaut existe sous une autre, ce qui crée une variété particulièrement complexe et détestable chez l'enfant, les égoïsmes accumulés, pour ne parler ici que de l'égoïsme, prendraient une puissance telle que l'humanité entière serait détruite. Si du mal même ne naissait, capable de le ramener à de justes proportions, des restrictions naturelles analogues à celles qui empêchent la prolifération infinie des infusoires, d'anéantir notre planète, la fécondation unisexuée des plantes, d'amener l'extinction du règne végétal, etc. De temps à autre, une vertu vient composer avec cet égoïsme une puissance nouvelle et désintéressée. Les combinaisons par lesquelles, au cours des générations, la chimie morale fixe ainsi et rend inoffensifs les éléments qui devenaient trop redoutables sont infinies et donneraient une passionnante variété à l'histoire des familles. D'ailleurs, avec ces égoïsmes accumulés, comme il devait y en avoir en Gilberte, coexiste telle vertu charmante des parents. Elle vient un moment faire toute seule un intermède, jouer son rôle touchant avec une sincérité complète. Sans doute Gilberte n'allait pas toujours aussi loin que quand elle insinuait qu'elle était peut-être la fille naturelle de quelque grand personnage, mais elle dissimulait le plus souvent ses origines. Peut-être lui était-il simplement trop désagréable de les confesser, et préférait-elle qu'on les apprît par d'autres. Peut-être croyait-elle vraiment les cacher, de cette croyance incertaine qui n'est pourtant pas le doute, qui réserve une possibilité à ce qu'on souhaite et dont Musset donne un exemple quand il parle de l'espoir en Dieu. « Je ne la connais pas personnellement, » reprit Gilberte. Avait-elle pourtant, en se faisant appeler mademoiselle de Forcheville, l'espoir qu'on ignorât qu'elle était la fille de Swann? Peut-être pour certaines personnes qu'elle espérait devenir avec le temps presque tout le monde. Elle ne devait pas se faire de grandes illusions sur leur nombre actuel, et elle savait sans doute que bien des gens devaient chuchoter « c'est la fille de Swann ». Mais elle ne le savait que de cette même science qui nous parle de gens se tuant par misère pendant que nous allons au bal. C'est-à-dire une science lointaine et vague, à laquelle nous ne tenons pas à substituer une connaissance plus précise due à une impression directe. Gilberte appartenait, ou du moins appartint pendant ces années-là, à la variété la plus répandue des autruches humaines. Celles qui cachent leur tête dans l'espoir non de
ne pas être vues, ce qu'elle croit peu vraisemblable, mais de ne pas voir qu'on les voit. Ce qui leur paraît déjà beaucoup, et leur permet de s'en remettre à la chance pour le reste. Comme l'éloignement rend les choses plus petites, plus incertaines, moins dangereuses, Gilberte préférait ne pas être près des personnes au moment où celles-ci faisaient la découverte qu'elle était née Swann. Et comme on est près des personnes qu'on se représente, comme on peut se représenter les gens lisant leur journal, Gilberte préférait que les journaux l'appelassent Mademoiselle de Forcheville. Il est vrai que, pour les récits dont elle avait elle-même la responsabilité, ses lettres, elle ménagea quelque temps la transition en signant G.S. Forcheville. La véritable hypocrisie dans cette signature était manifestée par la suppression bien moins des autres lettres du nom de Swann que de celle du nom de Gilberte. En effet, en réduisant le prénom innocent à un simple G, Mademoiselle de Forcheville semblait insinuer à ses amis que la même amputation appliquée au nom de Swann n'était due aussi qu'à des motifs d'abréviation. Même elle donnait une importance particulière à « less » et en faisait une sorte de longue queue qui venait barrer le G, mais qu'on sentait transitoire et destinée à disparaître comme celle qui, encore longue chez le singe, n'existe plus chez l'homme. Malgré cela, dans son snobisme, il y avait de l'intelligente curiosité de Swann. Je me souviens que cet après-midi-là, elle demanda à madame de Guermantes si elle ne pouvait pas connaître monsieur Dulot. Et la duchesse ayant répondu qu'il était souffrant et ne sortait pas, Gilberte demanda comment il était, car, ajouta-t-elle en rougissant légèrement, elle en avait beaucoup entendu parler. Le marquis Dulot avait été en effet un des amis les plus intimes de Swann avant le mariage de celui-ci, et peut-être même Gilberte l'avait-elle entrevu, mais à un moment où elle ne s'intéressait pas à cette société. « Est-ce que M. de Préauté ou le prince d'Agrigente peuvent m'en donner une idée ?» demanda-t-elle. « Oh, pas du tout !» s'écria madame de Guermantes, qui avait un sentiment vif de ces différences provinciales et faisait des portraits sobres mais colorés par sa voix dorée et rauque, sous le doux fleurissement de ses yeux violettes. « Non, pas du tout. Dulot, c'était le gentilhomme du Périgord, charmant, avec toutes les belles manières et le sans-gêne de sa province. À Guermantes, quand il y avait le roi d'Angleterre, avec qui Dulot était très ami, il y avait, après la chasse, un goûter. C'était l'heure où Dulot avait l'habitude d'aller ôter ses bottines et mettre de gros chaussons de laine. Eh bien, la présence du roi Édouard et de tous les grands-ducs ne le gênait en rien. Il descendait dans le grand salon de Guermantes avec ses chaussons de laine. Il trouvait qu'il était le marquis Dulot de Le Mans, qui n'avait en rien à se contraindre pour le roi d'Angleterre. Lui et ce charmant Quasimodo de Breteuil, c'étaient les deux que j'aimais le plus. C'était du reste des grands amis à... Elle allait dire à votre père et s'arrêta net. Non, ça n'a aucun rapport, ni avec Grigri, ni avec Bréauté. C'est le vrai grand seigneur du Périgord. Du reste, Mémé cite une page de Saint-Simon sur un marquis de Le Mans, c'est tout à fait ça. Je citais les premiers mots du portrait. Monsieur de Le Mans, qui était un homme fort distingué parmi la noblesse du Périgord, par la sienne et par son mérite, y était considéré par tous ceux qui y vivaient comme un arbitre général à qui chacun avait recours pour sa probité, sa capacité et la douceur de ses manières, et comme un coq de province. « Oui, il y a de cela, » dit madame de Guermantes. « D'autant que Dulot a toujours été rouge, comme un coq. » Oui, je me rappelle avoir entendu citer ce portrait, dit Gilberte, sans ajouter que c'était par son père, lequel était en effet grand admirateur de Saint-Simon. Elle aimait aussi parler du prince d'Agrigente et de M. de Bréauté pour une autre raison. Le prince d'Agrigente l'était par héritage de la maison d'Aragon, mais sa seigneurie était poitevine. Quant à son château, celui du moins où il résidait,
Ce n'était pas un château de sa famille, mais de la famille d'un premier mari de sa mère. Il était situé à peu près à égale distance de Martainville et de Guermantes. Aussi, Gilberte parlait-elle de lui et de M. de Bréauté comme de voisins de campagne qui lui rappelaient sa vieille province. Matériellement, il y avait une part de mensonge dans ses paroles, puisque ce n'est qu'à Paris, par la comtesse Molé, qu'elle avait connu M. de Bréauté, d'ailleurs vieil ami de son père. Quant au plaisir de parler des environs de Tansonville, il pouvait être sincère. Le snobisme est pour certaines personnes analogue à ces breuvages agréables auxquels elles mêlent des substances utiles. Gilberte s'intéressait à telle femme élégante parce qu'elle avait de superbes livres et des nattiers, que mon ancien ami n'eût sans doute pas été voir à la Bibliothèque nationale et au Louvre. Et je me figure que, malgré la proximité plus grande encore, l'influence attrayante de Tansonville se fut moins exercée pour Gilberte sur Madame Sazerat ou Madame Goupil que sur Monsieur d'Agrigente. « Ah, le pauvre Bébel et pauvre Gris-Gris, dit Madame de Guermantes. Ils sont bien plus malades que du lot. Je crains qu'il n'en ait pas pour longtemps, ni l'un ni l'autre. » Quand M. de Guermantes eut terminé la lecture de mon article, il m'adressa des compliments, d'ailleurs mitigés. Il regrettait la forme un peu poncive de ce style où il y avait de l'emphase, des métaphores, comme dans la prose démodée de Chateaubriand. Par contre, il me félicita sans réserve de m'occuper. « J'aime qu'on fasse quelque chose de ces 10 doigts. Je n'aime pas les inutiles qui sont toujours des importants ou des agités, sotte engeance. » Gilberte, qui prenait avec une rapidité extrême les manières du monde, déclara combien elle allait être fière de dire qu'elle était l'amie d'un auteur. Vous pensez si je vais dire que j'ai le plaisir, l'honneur de vous connaître. Vous ne voulez pas venir avec nous demain à l'Opéra-Comique, me dit la duchesse. Et je pensais que c'était sans doute dans cette même baignoire où je l'avais vue la première fois, et qui m'avait semblé alors inaccessible, comme le royaume sous-marin des Néréides. Mais je répondis d'une voix triste « Non. Je ne vais pas au théâtre. J'ai perdu une amie que j'aimais beaucoup. » J'avais presque les larmes aux yeux en le disant. Mais pourtant, pour la première fois, cela me faisait un certain plaisir d'en parler. C'est à partir de ce moment-là que je commençais à écrire à tout le monde que je venais d'avoir un grand chagrin et à cesser de le ressentir. Quand Gilberte fut partie, Madame de Guermantes me dit « Vous n'avez pas compris mes signes, c'était pour que vous ne parliez pas de Swann. » Et comme je m'excusais, « Mais je vous comprends très bien, moi-même j'ai failli le nommer. Je n'ai eu que le temps de me rattraper. C'est épouvantable. Heureusement que je me suis arrêté à temps. Vous savez que c'est très gênant, dit-elle à son mari pour diminuer un peu ma faute, en ayant l'air de croire que j'avais obéi à une propension commune à tous et à laquelle il était difficile de résister. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» répondit le duc. « Vous n'avez qu'à dire qu'on remette ces dessins en haut, puisqu'ils vous font penser à Swann. Si vous ne pensez pas à Swann, vous ne parlerez pas de lui. » Le lendemain, je reçus 2 lettres de félicitations qui m'étonnèrent beaucoup. L'une de Madame Goupil, que je n'avais pas revue depuis tant d'années et à qui, même à Combray, je n'avais pas 3 fois adressé la parole. Un cabinet de lecture lui avait communiqué le Figaro. Ainsi, quand quelque chose vous arrive dans la vie qui retentit un peu, des nouvelles nous viennent de personnes situées si loin de nos relations et dont le souvenir est déjà si ancien que ces personnes semblent situées à une grande distance, surtout dans le sens de la profondeur. Une amitié de collège oubliée, mais qui avait 20 occasions de se rappeler à vous, vous donne signe de vie, non sans compensation d'ailleurs. C'est ainsi que Bloch, dont j'eusse tant aimé savoir ce qu'il pensait de mon article, ne m'écrivit pas. Il est vrai qu'il avait lu cet article, et devait me l'avouer plus tard, mais par un choc en retour. En effet, il écrivit lui-même, quelques années plus tard, un article dans le Figaro, et désira me signaler immédiatement cet événement. Comme il cessait d'être jaloux de ce qu'il considérait comme un privilège, puisqu'il lui était aussi échu,
L'envie qui lui avait fait feindre d'ignorer mon article cessait, comme un compresseur se soulève. Il m'en parla, mais tout autrement qu'il ne désirait m'entendre parler du sien. « J'ai su que toi aussi, me dit-il, avais fait un article, mais je n'avais pas cru devoir t'en parler, craignant de t'être désagréable, car on ne doit pas parler à ses amis des choses humiliantes qui leur arrivent. Et c'en est une, évidemment, que d'écrire dans le journal du sabre et du goupillon, des 5 o'clock, sans oublier le bénitier. » Son caractère restait le même, mais son style était devenu moins précieux, comme il arrive à certains écrivains qui quittent le maniérisme quand, ne faisant plus de poèmes symbolistes, ils écrivent des romans feuilletons. Pour me consoler de son silence, je relus la lettre de Madame Goupil. Mais elle était sans chaleur, car si l'aristocratie a certaines formules qui font palissade entre elles, entre le monsieur du début et les sentiments distingués de la fin, des cris de joie, d'admiration peuvent jaillir comme des fleurs et des gerbes penchées par-dessus la palissade de leur parfum odorant. Mais le conventionnalisme bourgeois enserre l'intérieur même des lettres dans un réseau de « votre succès si légitime », au maximum « votre beau succès ». Des belles sœurs, fidèles à l'éducation reçue et réservées dans leur corsage comme il faut, croient s'être épanchées dans leur malheur et l'enthousiasme si elles ont écrit « mes meilleures pensées ». « Mère se joint à moi » est un superlatif dont on est rarement gâté. Je reçus une autre lettre que celle de Madame Goupil, mais le nom du signataire m'était inconnu. C'était une écriture populaire, un langage charmant. Je fus navré de ne pouvoir découvrir qui m'avait écrit. Comme je me demandais si Bergotte eût aimé cet article, Madame de Forcheville m'avait répondu qu'il l'aurait infiniment admiré et n'aurait pu le lire sans envie. Mais elle me l'avait dit pendant que je dormais. C'était un rêve. Presque tous nos rêves répondent ainsi aux questions que nous nous posons par des affirmations complexes, des mises en scène à plusieurs personnages, mais qui n'ont pas de lendemain. Quant à mademoiselle de Forcheville, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle avec désolation. Quoi ? Fille de Swann qui eût tant aimé la voir chez les Guermantes, que ceux-ci avaient refusé à leur grand ami de recevoir, ils l'avaient ensuite spontanément recherchée, le temps ayant passé qui renouvelle tout pour nous, insuffle une autre personnalité, d'après ce qu'on dit d'eux aux êtres que nous n'avons pas vus depuis longtemps, depuis que nous avons fait, nous-mêmes, peau neuve, et pris d'autres goûts. Je pensais qu'à cette fille, Swann disait parfois en la serrant contre lui et en l'embrassant, « C'est bon, ma chérie, d'avoir une fille comme toi. Un jour, quand je ne serai plus là, si on parle encore de ton pauvre papa, ce sera seulement avec toi, et à cause de toi. » Swann, en mettant ainsi pour après sa mort un craintif et anxieux espoir de survivance dans sa fille, se trompait autant que le vieux banquier, qui ayant fait un testament pour une petite danseuse qu'il entretient, et qui a très bonne tenue, se dit qu'il n'est pour elle qu'un grand ami, mais qu'elle restera fidèle à son souvenir. Elle avait très bonne tenue, tout en faisant du pied sous la table aux amis du vieux banquier, qui lui plaisaient. Mais tout cela très caché, avec d'excellents dehors. Elle portera le deuil de l'excellent homme, s'en sentira débarrassée, profitera non seulement de l'argent liquide, mais des propriétés, des automobiles qu'il lui a laissées, fera partout effacer le chiffre de l'ancien propriétaire qui lui cause un peu de honte, et à la jouissance du don n'associera jamais le regret du donateur. Les illusions de l'amour paternel ne sont peut-être pas moindres que celles de l'autre. Bien des filles ne considèrent leur père que comme le vieillard qui leur laisse sa fortune. La présence de Gilberte dans un salon, au lieu d'être une occasion qu'on parlât encore quelquefois de son père, était un obstacle à ce qu'on saisit celle, de plus en plus rare, qu'on aurait pu avoir encore de le faire. Même à propos des mots qu'il avait dits. Des objets qu'il avait donnés, ont pris l'habitude de ne plus le nommer. Et celles qui auraient pu rajeunir, sinon perpétuer sa mémoire,
se trouva hâter et consommer l'œuvre de la mort et de l'oubli. Et ce n'est pas seulement à l'égard de Swann que Gilberte consommait peu à peu l'œuvre de l'oubli. Elle avait hâte en moi cette œuvre de l'oubli à l'égard d'Albertine. Sous l'action du désir, par conséquent du désir de bonheur que Gilberte avait excité en moi pendant les quelques heures où je l'avais cru une autre, un certain nombre de souffrances, de préoccupations douloureuses, lesquelles, il y a peu de temps encore, obsédaient ma pensée, s'étaient échappées de moi, entraînant avec elles tout un bloc de souvenirs, probablement effrités depuis longtemps et précaires, relatifs à Albertine. Car si bien des souvenirs, qui étaient reliés à elle, avaient d'abord contribué à maintenir en moi le regret de sa mort, en retour, le regret lui-même avait fixé les souvenirs. De sorte que la modification de mon état sentimental, préparée sans doute obscurément jour par les désagrégations continues de l'oubli, mais réalisée brusquement dans son ensemble, me donna cette impression que je me rappelle avoir éprouvée ce jour-là pour la première fois, du vide. De la suppression en moi de toute une portion de mes associations d'idées qu'éprouve un homme dont une artère cérébrale depuis longtemps usée s'est rompue, et chez lequel toute une partie de la mémoire est abolie ou paralysée. La disparition de ma souffrance et de tout ce qu'elle emmenait avec elle me laissait diminuer comme souvent la guérison d'une maladie qui tenait dans notre vie une grande place. Sans doute c'est parce que les souvenirs ne restent pas toujours vrais, que l'amour n'est pas éternel, et parce que la vie est faite du perpétuel renouvellement des cellules. Mais ce renouvellement, pour les souvenirs, est tout de même retardé par l'attention qui arrête et fixe un moment qui doit changer. Et puisqu'il en est du chagrin comme du désir des femmes, qu'on grandit en y pensant, avoir beaucoup à faire rendrait plus facile, aussi bien que la chasteté, l'oubli. Par une autre réaction, bien que ce fût la distraction, le désir de mademoiselle Desporcheville, qui m'eût rendu tout d'un coup l'oubli apparent et sensible, s'il reste que c'est le temps qui amène progressivement l'oubli, l'oubli n'est pas sans altérer profondément la notion du temps. Il y a des erreurs optiques dans le temps comme il y en a dans l'espace. La persistance en soi d'une velléité ancienne de travailler, de réparer le temps perdu, de changer de vie, ou plutôt de commencer de vivre, me donnait l'illusion que j'étais toujours aussi jeune. Pourtant, le souvenir de tous les événements qui s'étaient succédés dans ma vie, et aussi de ceux qui s'étaient succédés dans mon cœur, car lorsqu'on a beaucoup changé, on est induit à supposer qu'on a plus longtemps vécu. Au cours de ces derniers mois de l'existence d'Albertine, me les avait fait paraître beaucoup plus longs qu'une année. Et maintenant cet oubli de tant de choses, me séparant par des espaces vides d'événements tout récents qu'il me faisait paraître anciens, puisque j'avais eu ce qu'on appelle le temps de les oublier. Par son interpolation fragmentée irrégulière au milieu de ma mémoire, comme une brume épaisse sur l'océan qui supprime les points de repère des choses, détraquait, disloquait mon sentiment des distances dans le temps, là rétréci, ici distendu, et me faisait me croire tantôt beaucoup plus loin, tantôt beaucoup plus près des choses que je ne l'étais en réalité. Et comme dans les nouveaux espaces, encore non parcourus, qui s'étendaient devant moi, il n'y aurait pas plus de traces de mon amour pour Albertine qu'il y en avait eu dans les temps perdus que je venais de traverser, de mon amour pour ma grand-mère. Ma vie m'apparut offrant une succession de périodes dans lesquelles, après un certain intervalle, rien de ce qui soutenait la précédente ne subsistait plus dans celle qui la suivait. Comme quelque chose de si dépourvu du support d'un moi individuel identique et permanent. Quelque chose de si inutile dans l'avenir et de si long dans le passé que la mort pourrait aussi bien terminer le cours ici ou là, sans nullement le conclure, que ces cours d'histoire de France qu'en rhétorique on arrête indifféremment selon la fantaisie des programmes ou des professeurs à la Révolution de 1830, à celle de 1848 ou à la fin du Second Empire.